Luc Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ABEC. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'ABEC, c'est l'ABEC Résidence d'artistes, est un lieu tout à fait unique à la Tour de Paix entre Vevey et Montreux qui reçoit des créateurs, des créatrices d'univers et d'horizons différents. L'ABEC aime et cultive les projets artistiques qui explorent des thèmes liés à la nature, notamment à l'environnement et à la technologie. Et c'est grâce au travail des artistes que de nouvelles voies dans tous les sens du terme d'ailleurs, se dessinent dans notre rapport à la fois aux technologies, mais aussi du rapport que l'on entretient à la nature. Pourquoi le projet de l'ABEC, Résidence d'artistes, est un projet important? À mon sens, ce projet est important car il convient de redonner aux artistes un espace à eux, conçu pour eux, dans lequel ils peuvent réfléchir à ces thématiques qui nous concernent, ces intersections entre les notions d'art, de nature, d'environnement et de technologie, mais d'y réfléchir dans un espace qui leur est propre, sans se laisser attirer forcément par des logiques plus productivistes, plus fonctionnalistes qui sont liées à l'univers des technologies dans leur conception business, dans leur conception scientifique aussi, mais vraiment un lieu qui laisse leur part propre aux artistes et donc qui les laisse exprimer cette nature qui les pousse à dégager des alternatives, ça a toujours été le cas, des alternatives de vie, de conception du monde qui nous entoure et qui est une capacité propre aux artistes qui est particulièrement importante dans la situation d'urgence climatique que nous vivons. Voilà. Alors j'aimerais vous présenter rapidement peut-être ce projet de résidence. C'est un lieu assez fantastique dont on dispose. On est dans un environnement justement incroyable sur les rives du lac Léman du côté de la Tour de Paix entre Vevey et Montreux. Et nous bénéficions de cette infrastructure de résidence construite par le bureau d'architecture Pont 12. Nous en bénéficions et nous en faisons plein usage depuis maintenant 2 ans. Depuis septembre 2018, nous accueillons chaque année environ 20 projets de résidence à temps plein. C'est des artistes qui passent des périodes de 3 ou de 6 mois chez nous et viennent s'ajouter à ces artistes-là des artistes invités, d'autres professionnels du monde de l'art qui viennent séjourner avec nous sur des délais plus courts. Il y a en tout cas presque une centaine de personnes qui passent là par année, une vingtaine de projets complets qui s'y effectuent, plus tout un réseau en fait, de connexions qui se met en place là, d'idées qui émergent là et qui finiront par s'incarner dans des projets parfois aussi bien plus tard. Alors c'est un environnement évidemment assez incroyable qui me fait forcément revenir aussi sur les notions de paysage qui sont discutées dans l'exposition qui est présentée ici chez High Flow, parce qu'on est là face à un paysage alpestre suisse, alpestre et lacustre suisse, qui a été moult fois décliné dans l'histoire de l'art. On connaît surtout les dépictions qu'on a faites Ferdinand Hodler avec le Grammont, cette montagne qui est vraiment juste en face de l'ABEC. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fait réfléchir, en fait, ce paysage, quand j'ai pris en main ce projet de résidence, en fait, c'est de dire, mais voilà, il y a ce paysage, en fait, qui, peut-être encore une cinquantaine d'années avant que Hodler ne le dépeigne au début du XXe siècle, était un paysage qui n'attirait absolument pas le citoyen suisse standard qui vivait au pied de ces montagnes. C'était un environnement qui faisait peur. On n'allait pas dans les Alpes, les seules personnes qui y allaient, c'était des bergers qui devaient y monter, qui étaient quasi forcés d'y aller. Et c'est finalement qu'à partir du milieu du XIXe siècle, avec l'arrivée du tourisme anglais, qu'on commence à considérer cet environnement montagneux comme un environnement désirable, un environnement où on pouvait aller s'amuser plutôt qu'un environnement qui était très souvent uniquement, quand il était utilisé dans les formes artistiques, plutôt utilisé comme backdrop pour des catastrophes mentales finalement, où on trouvait des allusions entre ces falaises et ces crevasses et des fissures en fait psychiques dans la peau de certains personnages romanesques, etc. Et puis donc finalement c'est un paysage qui est devenu familier et qui est devenu désirable en fait par des biais technologiques quelque part à l'époque. Alors il y a des technologies de représentation visuelle, à l'époque la peinture,
Lui ont succédé évidemment beaucoup de technologies diverses, d'imaging, de visualisation, qui se sont complexifiées au fur et à mesure. Et à l'époque, évidemment, ces technologies de représentation-là se combinaient avec le développement des technologies liées au tourisme, donc un essor d'une infrastructure de transport, puis de technologies sportives, etc. Tous ces éléments-là qui ont fait donc qu'il y a vraiment une relation très étroite entre ces phénomènes naturels et la technologie dans la manière dont nous les appréhendons. Tout ça, c'est évidemment complexifié au fil des années, des décennies. On a construit des systèmes de représentation de plus en plus complexes de la planète que nous habitons, par le biais de moyens scientifiques et technologiques de plus en plus complexes. Et puis, évidemment, cette complexité a encore cru ces dernières 10-15 années de manière exponentielle avec quelque part la prévalence des technologies digitales. Aujourd'hui, entre ce que capte un drone d'espionnage militaire, entre ce que capte notre téléphone, même quand il est soi-disant inactivé dans nos poches, entre ce que nous captons chaque fois que nous faisons un jogging le long de ce même lac Léman, à chaque fois on est en train de rajouter des couches et des couches de données qui, quelque part, nous amènent à avoir quasiment un pendant digital complet à la planète que nous habitons. Aujourd'hui, notre image de représentation est quasiment un miroir identique, un cousin digital de la planète physique que nous habitons. Beaucoup de textes ici, mais je trouvais intéressant, c'est une initiative qui a émergé cette semaine dans laquelle on retrouve des artistes et d'autres professionnels de l'art qui sont passés ou qui vont passer par l'ABEC, qui s'appelle The Digital Earth. Ce projet essaye de mettre en avant maintenant l'importance pour les artistes de travailler par rapport à une planète qui comprend ce spectre digital et que vraiment on prend en compte quand on travaille et quand on essaye d'établir aujourd'hui un sensorium planétaire, donc l'ensemble des éléments qui nous permettent d'acquérir une conscience de notre planète, qu'on prenne en compte autant les éléments naturels qui nous entourent que les éléments digitaux qui explorent cette planète et qui sont aussi des éléments physiques parce que tous les capteurs que nous installons, oui, nous avons cette tendance à croire qu'ils sont purement fluides, qu'ils sont tous disparus dans un cloud complètement immatériel, alors qu'il y a toute une infrastructure technologique qui aujourd'hui fait quasiment partie de la nature. Je ne vais pas vous réciter tout ce texte, on pourra le reprendre peut-être à un autre moment dans la discussion, mais cette notion-là est extrêmement importante. Et c'est là que je vois le lien entre nature et technologie dans le travail que nous faisons avec les artistes en résidence à l'ABEC. Maintenant, il y a évidemment aussi un petit problème et des sources de tension qui émergent dans le rapport entre cette image du monde que nous avons et sa réalité. Et le gros problème, là, et c'est cette dissension qui se fait de plus en plus sentir ces dernières années, c'est qu'on a de la peine à la maintenir à distance, cette représentation du monde qu'on se fait. Et cette distance, qui était encore assez clairement exprimée dans le tableau de Hodler qu'on a vu tout à l'heure, cette distance entre nature, qui est quelque part une nourriture ou en tout cas un élément à exploiter, par une culture humaine qui s'en maintiendrait à distance. Ce rapport-là, on est en train de se rendre compte qu'on le perd ou probablement qu'il n'a jamais existé parce que ce que nous insérons dans la nature de plus en plus nous retombe dessus quelque part, donc vraiment une espèce de retour de karma. Et c'est une notion qui est assez bien exprimée, par exemple, par le philosophe et professeur de lettres Timothy Morton, qui est une des grandes voix sur ces notions d'écologie et de culture actuellement, qui, dans son livre Dark Ecology, avait cette phrase assez simple, en anglais, « There you are, turning the ignition on, and it creeps up on you ». Vous êtes là, dans votre voiture, vous mettez le contact, et tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a un petit malaise qui vous passe par l'esprit. Et c'est justement cette notion, en fait, on est en train de passer par une période dans laquelle on se rend compte chaque jour du mal qu'on est en train de faire à la planète, ou en tout cas de l'influence extrême qu'on a sur son développement. Et en même temps, notre propre geste individuel reste tellement microscopique par rapport à l'infinité statistique de l'impact planétaire qu'on a de la peine à s'en détacher, qu'on a de la peine à agir direct. On est vraiment dans ce moment-là bizarre où on continue à vivre et à agir plus ou moins de la même manière qu'on l'a fait sur
peut-être le dernier demi-siècle de normalité pré-virale. Mais on commence à tomber sur des choses comme celle-ci, on commence à tomber sur les côtes de Hawaï, sur les côtes de Madère, sur des formations rocheuses qui incluent véritablement du plastique. Ce ne sont plus juste des éléments de déchets qui flottent, mais ils sont véritablement intégrés à la roche et ils en font partie. Ou peut-être la prochaine fois que vous vous retrouverez à manger une salade, une chicken Caesar salad dans une des cantines, peut-être ici à High Flow ou ailleurs, ici à Genève, tout d'un coup, vous aurez une pensée fuyante comme ça pour ces poulets qui sont dans cette salade, qu'on consomme à hauteur aujourd'hui de 60 milliards de poulets chaque année et qui, en fait, risquent d'être une des traces géologiques les plus repérables de cette époque qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène, donc cette époque où l'homme est devenu la force de frappe principale sur la planète. Un des éléments géologiques qu'on risque de retrouver, c'est des os de poulet en couches vraiment disposées dans la terre et qui mettront encore des siècles à se désagréger. Et évidemment, ce même élément, ces mêmes poulets, c'est aussi eux qui, dopés aux antibiotiques, comme d'autres animaux, aident aujourd'hui à la propagation de supervirus comme celui qui agit en cette année 2020 et qui nous fait repenser à nouveau notre rapport à la nature. Voilà. Donc, l'ABEC, à nouveau, par rapport à ça, c'est vraiment aujourd'hui, pour finalement passer un nouveau rapport à la nature, pour la décoloniser, comme dit le théoricien T.J. Demos, décoloniser la nature, aujourd'hui, ça sous-entend un dépassement de l'exceptionnalisme centré sur l'être humain. Les champs de recherche qui proposent des méthodes d'analyse sociale, politique, économique, alternatives, donc post-anthropocentriques, sont aujourd'hui nombreux. Et l'art, parmi ces disciplines de recherche, finalement, joue un rôle potentiellement central dans la définition de la problématique d'une problématique cosmopolitique, une problématique qui concerne tout le monde, non unifiée, qui comprend encore beaucoup de sujets différents, d'inégalités même entre les sujets qui la traitent, et peut fournir une plateforme qui favorise les pratiques spéculatives, le questionnement philosophique, et les expérimentations conceptuelles touchant à notre relation à la nature. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on fait à l'ABEC. Si j'ai le temps, je peux donner quelques exemples de travaux qui ont été faits à l'ABEC et qui, quelque part, explorent ces notions de manière très différente et, en fait, quelles que soient les disciplines artistiques aussi. Ce n'est pas parce qu'on traite du fait technologique que, par exemple, nous n'accueillons que des artistes qui sont eux-mêmes, qui utilisent des outils technologiques. Par exemple, pour moi, cette résidence artistique ne doit absolument pas être uniquement orientée sur des projets art et technologie et devenir elle-même un incubateur à start-up, art-tech, etc. Parce qu'à nouveau, les outils technologiques doivent rester un outil. Si on met la prévalence sur la technologie de toute façon est là. S'il y a une technologie qui peut faire quelque chose, on peut compter qu'elle sera trouvée, qu'elle sera mise en place. Mais si on met la prévalence sur cette technologie, on part perdant au niveau de l'art qui en émergera. Donc pour moi, c'est autant des gens qui viennent des disciplines traditionnelles de l'art que des gens plus orientés technologie contemporaine qui peuvent se saisir de cette notion de technologie et l'interpeller avec la notion de nature. Jan Gross, on en a parlé avant, il est présent dans cette exposition à High Flow. Il a effectué une résidence chez nous cette année pour continuer ses projets d'exploration photographique des jungles amazoniennes en partant avec sa compagne Arwinie Escandón sur les traces du premier explorateur photographe à aller vraiment profond dans la jungle amazonienne, autant du côté du Brésil que du Pérou, pour quelque part, et qui avait disparu. Donc dans les projets photographiques de Jan Gross autour de ces jungles, il y a vraiment aussi quasiment cet attrait pour une nature qui risque de nous avaler, et qui n'est pas forcément une nature bonne. On pense un peu finalement à des tripes à la Werner Herzog, avec des tripes aussi psychédéliques dans une nature qui vraiment n'est pas là forcément pour nous accueillir. Et Jan Gross, finalement, dans ce projet, il pousse la chose à même finalement produire les photos qui sont extraites de ces projets sur la matière naturelle même qu'il va investiguer. Donc il développe toute une série de développements photographiques sur des jus de plantes, en fait, donc vraiment où la plante, par effet de photosynthèse, vient rejoindre en fait le processus de développement photographique. Il y a des choses très très intéressantes là-dedans.
Ignacio Acosta, aussi présent dans cette exposition. Peut-être ici, ce n'est pas les meilleures images, en fait, je vous en enverrai peut-être d'autres, mais Ignacio Acosta est un artiste principalement photographe chilien basé à Londres qui travaille beaucoup avec la photographie par drone. Donc le drone, c'est aussi un de ces outils technologiques qui a facilité des explorations, qu'elles soient positives ou négatives finalement, mais on a quand même vu une grande prévalence du drone militaire, du drone utilisé par des compagnies d'extraction de matières premières qui les envoyaient pour repérer de nouveaux champs d'extraction. Et puis, Ignacio Acosta s'intéresse vraiment à des régions où il y a un conflit autour de ces matières premières, où il y a aussi une compétition autour des technologies qui permettent de contrôler ces environnements. Que ce soit en Finlande, auprès des peuples Swami, qui essayent de défendre leurs terres, qui sont menacées aussi par des processus d'extraction, que ce soit en Amazonie, comme Jan Gross, il travaille à montrer que les populations indigènes aussi, peu à peu, s'emparent de ces technologies et renversent quelque part leur utilisation. Jacob Steensen, un artiste danois, là on rentre vraiment dans des artistes qui eux viennent vraiment de quelque chose de très technologique. Jacob Steensen est un ancien développeur de jeux vidéo, c'est quelqu'un qui pratique les installations de réalité virtuelle ou de réalité mixte. Les questions évidemment de ces notions de VR, de AR et d'autres types de réalités combinées, elles sont évidemment très intéressantes quand on pense à ces rapports nature-culture, leur division supposée, et puis le retour en tout en un. Parce que où est-ce qu'on range ces univers virtuels qu'on ramène? Où est-ce qu'on range des univers qu'on a programmés, mais qui peut-être peuvent être programmés pour aussi exister par eux-mêmes? Alors Jacob Steensen, ici avec une installation qu'il a présentée en tout début d'année, encore avant le lockdown, à la Serpentine Gallery à Londres, lui développe des environnements naturels virtuels qui sont basés sur des recherches exhaustives conduites avec des scientifiques, avec des spécialistes de la faune et de la flore, pour recréer des environnements qui très souvent n'existent plus. Ici des forêts de grands pins de la côte ouest américaine qui sont ici reproduites comme des environnements dans lesquels on peut s'immiscer et les voir se développer à un rythme qui n'est plus celui de la planète et qui prend peut-être des directions, et aussi un développement qui prend peut-être des directions qui n'est pas celle que nous avons pris. Il qualifie ces projets d'environnement de slow media où des éléments naturels, certes programmés par l'homme, peuvent se développer tout d'un coup et peut-être partir aussi et perdre notre contrôle à nouveau. Donc voilà quelques éléments intéressants. Et puis, peut-être deux projets, là on rentre encore dans une toute autre thématique. Il y a aussi évidemment toute la notion, quand on considère que c'est l'humanité qui s'attaque à la nature et qui doit reconsidérer son rapport à cette nature, certains disent aussi que cette humanité elle-même doit être distinguée, que l'impact que nous avons eu sur la nature et qui marque ce fait de l'Anthropocène, c'est surtout le fait d'une humanité principalement blanche, mâle et occidentale, et qu'il y a là aussi des distinctions à faire, que dans tout ce processus, certains dans cette masse qui constitue l'humanité ont été aussi victimes de ces processus et que peut-être, là aussi pour eux, la nature peut être l'occasion de retrouver des terrains d'expression qui leur sont propres. Par exemple, deux résidentes que nous accueillerons à la BEC l'année prochaine, Maïté Chénière, française, et Dominique White, à gauche, britannique, deux artistes femmes noires relativement jeunes, mid-20s pour Maïté Chénière et la mid-30s, je pense, pour Dominique White. Les deux s'emparent, par le biais de travaux très différents, d'un même mythe éco-libérateur noir, qui est celui de l'Atlantide noire, qui avait beaucoup été développé par Paul Gilroy dans son livre de Black Atlantic au début des années 90, et qui revient vraiment sur ces mythes en fait, d'une civilisation noire sous-marine qui aurait été développée au fur et à mesure que les bateaux négriers traversaient l'Atlantique et poussaient hors bord des femmes enceintes, des hommes malades, ou alors que ces mêmes esclaves parfois parvenaient à échapper à leur chaîne et se lançaient d'eux-mêmes dans l'eau. Et certains de ces esclaves échappés seraient descendus au fond de l'océan Atlantique et y auraient créé une civilisation sous-marine qui aurait quelque part repris ses droits, établi d'autres codes plus fair quelque part par rapport à ceux qui avaient été des victimes durant le transport.
Donc ça aussi, c'est des notions qui sont extrêmement complexes, qu'on ne va pas développer in extenso ce soir, mais qui sont extrêmement intéressantes à développer, à nouveau dans cette optique de développer des perspectives alternatives sur notre rapport à la nature et à l'environnement.